Bon, et bien maintenant, je donne la parole à Terence Blake, qui va nous parler de son parcours du livre. Voilà. Ok, merci. Donc le titre, c'est Mon parcours du livre. J'ai choisi un sous-titre Intensité philosophique et langage des infinis. Dans cette intervention, je voudrais faire part de mon parcours de lecteur de l'immanence des vérités, surtout du mouvement. Le mouvement du livre est d'abord de descendre en nous montrant que nous habitons elle, l'univers constructible, sans le savoir, et de nous faire passer de elle à V, c'est-à-dire à l'univers de tous les ensembles, y compris les grands infinis non constructibles, et de nous élever jusqu'à l'absolu non philosophique de V. Ensuite, c'est de nous faire redescendre en elle avec des perceptions dans la finitude, avec des perceptions tirées de V, nous permettant de réindexer le monde et nous-mêmes selon l'absoluité plutôt que selon la relativité. Donc mon parcours du livre comporte en fait 5 parcours. Un parcours conceptuel, poétique, linguistique, contextuel et enfin subjectif. Donc mon premier point, c'est le parcours conceptuel que j'appelle le pluralisme. Dans cette première section, je parlerai de la recherche d'un concept d'un pluralisme qui ne tombe pas dans le piège du relativisme. Alain Badiou poursuit son programme de recherche ontologique depuis plus de 50 ans. Pendant cette période, il a publié des centaines de textes. Le fil rouge de cette production abondante est le pluralisme, une pensée du multiple pur et aussi de la pluralité des procédures de vérité et de la pluralité des infinis. Badiou est un pluraliste et c'est à ce titre qu'il a attiré mon intérêt et je suis son œuvre depuis une quarantaine d'années. Sur mon blog Agent Swarm, je discute la pensée d'un petit nombre de philosophes contemporains qui travaillent dans le domaine du pluralisme épistémologique et ontologique. Cette analyse est basée sur l'idée qu'on peut mieux comprendre une philosophie en la prenant non pas comme un système statique isolé, mais en tant que programme de recherche évoluant parmi d'autres projets du même type. J'emploie cette expression programme de recherche au sens large que lui donne Karl Popper. Un programme de recherche métaphysique est un cadre conceptuel très général comportant à la fois des éléments spéculatifs non testables et des éléments empiriques testables. Les projets théoriques qui m'intéressent sont tous pluralistes, à un degré ou à un autre, au sens qu'ils échappent de l'hégémonie de l'un et qu'ils donnent le primat aux multiples. Je cherche à les analyser, les comparer, les mettre en dialogue en termes d'un ensemble de critères qu'ils partagent. En particulier, on peut évaluer un programme de recherche pluraliste conséquent, non seulement en termes de son degré de pluralisme, mais aussi en termes de sa teneur en immanence et aussi de sa testabilité. De ce point de vue, la trilogie badiousienne est exemplaire. Il constitue un Summa Ontologica en 3 parties, l'être et l'événement, 570 pages, logique des mondes, 630 pages, l'immanence des vérités, encore plus grand, 710 pages. Au fil donc de presque 2000 pages, Badiou nous mène sur le chemin d'une méditation étendue sur la dialectique du fini et de l'infini, nous conduisant à la compréhension immanente de l'être, des vérités, des mondes, du sujet et de l'absolu. Ce projet est hautement spéculatif, mais il est élaboré sous condition des 4 procédures de vérité qui lui assurent une testabilité indirecte. L'immanence des vérités est une invitation à nous lancer dans une aventure passionnante, enchaînant des mouvements ascensionnels vertigineux grâce à l'abstraction du langage mathématique et des descentes
précipiteuse vers la vie concrète véhiculée par le langage poétique. Ces mouvements ne sont pas uniques à la procédure mathématique. On peut, selon la pensée d'Alain Badiou, les retrouver dans les autres procédures de vérité, le poème, l'amour et la politique. Donc mon deuxième point, c'est le parcours poétique, la Divine Comédie et ce que je suggère, sa quatrième partie manquante, le ritorno. Dans cette seconde section, je comparerai l'immanence des vérités avec la Divine Comédie pour nous aider à voir le mouvement propre du projet de Badiou. Lorsque les mathématiciens et les philosophes parlent de la beauté du paradis de Cantor, peuplé des infinis de plus en plus grands, nous devons comprendre cette expression en termes du Paradiso de Dante, considéré comme un poème abstrait. À la fin de ce troisième livre de la Divine Comédie, le chemin ascensionnel du poète se termine sur la vision de l'absolu sous la forme de l'amour qui meurt le soleil et les autres étoiles. L'identité du narrateur, à ce point, semble être sur le point de se dissoudre dans cet absolu de l'amour. Ce rapprochement entre le paradis de Cantor et le Paradiso de Dante nous permet aussi d'établir un lien entre l'ascension de Dante au paradis et celle de Platon au ciel des idées. Cette lecture met en lumière un certain manque chez Dante comparé à Platon. Son grand poème est incomplet, puisque après son ascension à l'abstraction infinie, de l'amour dans son cas, le poète doit descendre à nouveau jusqu'à la vie finie et concrète pour pouvoir nous raconter son voyage et ses visions. Autrement, nous n'avons pas de place pour inclure le sujet incarné qui écrit le poème, pas de place pour le poète qui a parcouru ces régions de l'être et qui est revenu pour nous raconter ce qu'il a vu. Il faudrait compléter le poème en y rajoutant une quatrième partie, le ritorno. Dans l'immanence des vérités, Badiou commence son voyage avec une analyse des opérateurs de la finitude conçus comme fondement de tout système de l'oppression. Je pense que cette partie correspond à une descente, comme dans la République de Platon, qui commence avec la descente au port de Pirée. Elle constitue son inferno, l'enfer de la vie vécu sous le régime forcé de la finitude. Je pense qu'on pourrait dire comme slogan Hell is Hell pour cette partie. Raffinant notre compréhension, Alain Badiou abandonne la définition purement quantitative ou numérique du fini et de l'infini. Il adopte la définition moderne, gödelienne, du fini en termes de constructible et de l'infini comme ensemble qui échappe à la constructibilité. Cette redéfinition constitue une couche supplémentaire de l'enfermement dans l'enfer de la finitude, puisqu'elle nous permet de nous hisser jusqu'à un infini très grand, mais qui reste néanmoins constructible et donc recouvrable par les savoirs existants. Ça nous limite à des infinis en quelque sorte relatifs. Dans la Divine Comédie, Virgile était le guide de Dante dans la traversée de l'enfer et du purgatoire, mais il ne va pas plus loin parce qu'il est le poète du constructible, des savoirs disponibles du monde ancien. Il est incapable de comprendre l'immanence du nouvel infini divin. Virgile symbolise la raison soumise au recouvrement, soumise à l'idée que l'univers des ensembles est constructible, que V égale L. Ensuite, le mouvement du livre est ascensionnel, nous amenant sur un voyage à travers les types de cardinaux infinis de plus en plus élevés, inaccessibles, résistants à la partition, complets et enfin aux abords de l'absolu. Pendant cette montée, nous sommes au purgatoire. On gravit l'hiérarchie des infinis, nous élevons jusqu'à l'absolu V, la classe de tous les ensembles. L'analogie entre l'immanence des vérités et la Divine Comédie est tout à fait frappante, sauf
que le livre de Badiou nous fournit la quatrième partie qui manque chez Dante, puisqu'il a accompli la redescente dans la finitude touchée par l'infini. Dans cette partie, chacune des procédures de vérité est examinée pour déterminer son index d'absoluité, le point où ses œuvres, tout en restant à l'intérieur de la finitude, touchent à l'absolu. La Divine Comédie est un poème ontothéologique parce qu'elle s'élève à l'abstraction de l'empyrée et y reste. Elle est incapable d'opérer le retour de la transcendance absolue de l'amour jusqu'à l'immanence de la vie humaine concrète. Si Virgile représente l'orientation constructiviste, alors Béatrice symbolise l'orientation transcendante. Le poète Dante incarne l'orientation immanente, mais celle-ci n'est pas exprimée directement dans la Divine Comédie. Le poème de Dante se termine avec la vision de l'absolu par le narrateur en tant que personnage conceptuel, qui reste séparé du personnage public réel qui écrit le poème. C'est pour maintenir l'unité dialectique entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation qu'il faudrait ajouter une quatrième partie, un ritorno, où le poète narrateur assume subjectivement sa position concrète d'énonciation. Mon troisième point est le parcours linguistique, que j'appelle le langage des infinis. Dans cette troisième section, je parlerai de ce problème du choix du langage approprié pour parler de notre monde contemporain et de notre vie. Le programme de recherche spéculatif de Badiou est basé sur une hypothèse assez générale qui exprime son engagement dans une pensée pluraliste. Il est possible, c'est l'hypothèse, il est possible de parler de façon éclairante de notre monde et de nos vies en termes de la dialectique du fini et de l'infini, en dehors du primat de l'un. Alain Badiou partage cette hypothèse non seulement avec Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard, des interlocuteurs virtuels assumés, mais aussi avec Derrida et Foucault. Selon Badiou, le langage infinitiste, j'utilise ce terme dans un sens non technique, permet à la fois de parler de nos possibilités existentielles et de rester conceptuellement précis. On l'a dit, les idéologies contemporaines opèrent plutôt par recouvrement que par répression ou par négation. Le langage est finitiste et constructiviste. Une grandeur infinie numériquement est redéfinie comme finie en tant qu'elle est constructible. Le recouvrement impose une image de la pensée qui clôture notre univers en stipulant que seul le fini existe et que tout est relatif au corps et au langage. Pour rompre cette idéologie de la finitude, nous avons besoin d'un langage infinitiste et absolutiste. D'où la nécessité d'une nouvelle hypothèse, selon Badiou. Puisque l'oppression nous enferme dans le fini constructible, la liberté doit assumer l'hypothèse que l'infini non constructible existe. Sur la question de l'omniprésence du recouvrement et de sa possible défaite, Badiou bute sur ce point crucial. Pour trouver ces échappées, on doit pouvoir affirmer l'existence et le primat de l'infini non constructible. En cela, Alain Badiou rejoint Deleuze, qui pose le primat de la déterritorialisation absolue qui vient en premier. Selon Deleuze, s'il n'y a pas de déterritorialisation absolue, on est condamné au relativisme des assemblages des corps et des langages. Contre l'oppression, on est limité en ce cas à la résistance, ce qui est un concept réactif, négatif et relatif, au lieu de pouvoir accéder à la création, un concept actif, affirmatif et absolu. Badiou et Deleuze veulent résister à la finitude et pour accomplir ce but, chacun a recours au concept d'infini. Donc ça fait mon quatrième point, le parcours contextuel, Badiou, Deleuze et les infinis.
Dans cette quatrième section, je comparerai les types d'infini décrits par Alain Badiou avec le traitement deleuzien de l'infini. Contrairement à Badiou, Deleuze ne fait pas appel à la théorie des ensembles, préférant une approche intuitive et qualitative à l'infini. Malgré cette différence, il y a des points de convergence importants entre les deux projets théoriques. On peut alors examiner qu'est-ce que la philosophie, qui traite particulièrement de l'ontologie du point de vue de l'infini. Donc, c'était une vraie découverte pour moi. En lisant le livre d'Alain Badiou, L'immanence des vérités, j'ai voulu voir ce que Deleuze disait de l'infini dans son dernier livre. Le livre contient, en fait, donc qu'est-ce que la philosophie, 168 occurrences du mot infini. Si on rajoute à ceci les synonymes deleuziens de l'infini, absolu, horizon, plan d'immanence, dehors, chaos, on arrive à 540 occurrences explicites du concept de l'infini dans un livre de 200 pages. Contrairement à une image populaire de Deleuze comme le penseur des devenirs, le fin mot de sa pensée est l'infini. Alain Badiou distingue 4 formes d'accès à l'infini, 2 formes négatives, inaccessibilité et résistance à la division, et 2 accès positifs, puissance immanente des grandes parties et proximité à l'absolu. Pour chaque forme, on peut retrouver un équivalent approximatif dans la pensée deleuzienne. Donc, l'infini inaccessible. Deleuze nous parle d'un dehors plus lointain que toute forme d'extériorité. En termes badiousiens, ceci pourrait être rapproché aux infinis inaccessibles. De la résistance à la partition. La déterritorialisation comme résistance qui vient en premier correspond à l'infini compact, caractérisé par sa résistance à toute partition ou division. 3. L'infini par puissance immanente. Deleuze propose une caractérisation affirmative du dehors en tant que plan d'immanence. C'est une distribution nomade de mouvements, de devenir, d'affect, d'intensité et de singularité. Et 4. L'infini par proximité à l'absolu. Deleuze nous dit que la déterritorialisation est un processus qui nous rapproche de plus en plus à l'horizon absolu. Mais le fait que qu'est-ce que la philosophie et le livre où Deleuze et Guattari parlent le plus de l'infini, malgré ce fait, on remarque un manque de clarté dans l'emploi de ce mot comparé à la précision badiousienne. C'est en ce sens qu'on pourrait dire qu'il manque à Deleuze l'équivalent de la partie centrale mathématique de l'immanence des vérités. Sans cet équivalent, les différents termes deleuziens, le dehors, la résistance première, le plan d'immanence et l'horizon absolu, ont tendance à se mélanger et à se confondre. Selon ces 2 critères énoncés au début, immanence et testabilité, on doit voir dans l'idée deleuzienne de l'infini une ambiguïté concernant l'immanence de l'infini. Deleuze réserve l'infini pour la philosophie et il affirme explicitement que la science renonce à l'infini. Implicitement, la leçon est la même pour l'art. Donc Deleuze finitise la science et l'art, il les relativise, il les coupe de l'infini. Suite à cette absolutisation de la philosophie au détriment de la science et de l'art, il en découle un déficit de testabilité de la philosophie deleuzienne, testabilité que les procédures de vérité assurent chez Badiou. D'où la proximité du pluralisme deleuzien au relativisme démocratique, le danger qui guette sa pensée et la chute dans le relativisme, et il s'y protège seulement avec une idée de l'infini, mais cette idée est floue, abstraite et confuse. Ainsi, le concept d'infini chez Deleuze est potentiellement trop faible pour protéger le pluralisme
contre le relativisme et pour garantir la liberté nécessaire pour créer. En revanche, Badiou, dans son Ritorno, infinitise et absolutise la science, l'art, l'amour et la politique. En particulier, il atteste de l'impact décisif sur sa vision philosophique de son engagement communiste. Il y a là un test concret, pratique, de ses idées théoriques. La même chose peut se dire pour l'engagement amoureux, artistique ou scientifique. Malgré les divergences, il y a un fond commun entre les deux pensées, l'idée de l'infini comme protection contre le relativisme et aussi comme ressource de la création émancipatrice. Mais on sent qu'il y a en nous quelque chose d'encore plus profond et en rapport à l'infini, plus profond que ce fond commun auquel ils répondent. Donc, cinquième et dernier point, le parcours subjectif, l'infini et l'inconscient. Dans cette cinquième section, j'aborderai la question de ce qui sous-tend le fond commun entre Deleuze et Badiou et celle de la subjectivation des infinis. À quoi bon comparer des pensées disjointes, divergentes? Ce qui nous importe, ce n'est pas tel ou tel auteur, mais la rencontre des intensités infinies qui sont incommensurables avec nos constructions mentales et sociales. Sans infini irréductible, les multiplicités et les devenirs, même énormes et dynamiques, constituent des impasses. Donc il faut chercher un infini premier, il faut parler le langage des infinis. Mais ce n'est pas seulement une question de langage. On a besoin de recourir à l'infini pour répondre à une situation bloquée, où la mort de Dieu ne nous a pas libérés. Nous sommes toujours enfermés dans la finitude, avec maintenant une couche supplémentaire, celle du recouvrement, qui redouble le blocage. Le tout est soumis à la quasi-transcendance de l'infini inaccessible du capital. C'est ça notre actualité. Contre le maxime du matérialisme démocratique, il n'y a que des corps et des langages. Alain Badiou répond que nous sommes capables de vérité absolue, mais dans les conditions de la finitude où règne le relativisme démocratique, nous ne savons pas que cette capacité existe. Le bilan que Alain Badiou fait de la solution deleuzienne, c'est qu'elle est écartelée entre l'absolutisme de la grande vie inorganique, proche au chaos absolu, et le relativisme des corps et des langages. Le plan de consistance subjectif instauré par Deleuze est trop fragile, puisque l'idée deleuzienne de l'infini est trop floue par manque de formalisation. En fait, il ne faut pas commencer par subjectiver. La solution badiousienne est qu'il faut commencer d'abord par une élaboration formelle de la dialectique entre le fini et l'infini pour ensuite la subjectiver. Les conditions de cette appropriation subjective existent et font l'objet de la philosophie vivante. Selon Badiou, des intensités infinies subjectives résident dans l'inconscient, à la fois comme ressource infinie immanente et aussi comme perception inchoative de nouvelles possibilités dont on ne sait pas encore qu'on est capable. On peut toujours, dans l'errance d'une vie sans idée, tomber par hasard sur une intensité infinie incommensurable à nos attentes conscientes. Cependant, il est peu probable qu'on puisse reconnaître l'intensité nouvelle si nous n'avons pas déjà l'idée en nous que l'infini existe. C'est le paradoxe qui anime le Ménon de Platon. L'existence de ces intensités infinies immanentes dans l'inconscient de chacun de nous est l'idée qui a animé ma lecture du livre de Badiou dès le début, même si elle n'est formulée explicitement à la fin. En fin de mon parcours de lecteur, je peux me poser la question, de quoi ce livre m'a-t-il rendu capable, dont je ne savais pas encore que j'étais capable? Oui, le livre m'a rendu capable de voir le pluralisme du point de vue des infinis, de suivre un exposé assez technique des mathématiques, des grands cardinaux, et de monter jusqu'à V. Il m'a inspiré une vision poétique
Il m'a appris à parler le langage des infinis et il m'a permis d'avoir une compréhension nouvelle des philosophies que je croyais connaître. Mais le plus important pour moi, c'est que le livre a su parler à mon inconscient philosophique pour me rendre plus clairement conscient des intensités infinies en moi dont j'avais seulement l'intuition avant la lecture du livre. Donc, je sors tout réindexé. Je vous remercie de cet hommage particulièrement intense parce que le fait d'aller jusqu'à déterminer la capacité en quelque sorte subjectivement productive d'un livre de philosophie, c'est évidemment le plus grand compliment qu'on puisse recevoir. En outre, j'étais très touché que vous montriez à propos de Deleuze, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations négatives là-dessus, que j'ai considéré Deleuze comme l'autre voie principale, la plus importante parmi mes contemporains. Et c'est bien pour ça que je lui ai consacré un livre entier. Et vous avez, au fond, éclairé cette dialectique de la proximité et en même temps de l'écart de façon tout à fait frappante.